Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Fabrication additive métallique, de nouvelles avancées pour une réelle profitabilité, organisé par Technique de l'ingénieur en partenariat avec le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Il est animé aujourd'hui par Quentin Charon, ingénieur études et prestations en fabrication additive, et Patrick Evadi, responsable commercial pour la fabrication additive. Le webinaire va durer 1h30. Il y aura 1 heure de présentation suivie de 30 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant l'intervention. C'est à vous. Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer. Merci pour votre participation à ce web découverte. Donc pour ma part, je suis Quentin Charon et mon collègue Patrick Ebadi est juste à mes côtés. Et donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de vous parler donc de fabrication additive métal, vous présenter plus en détail en fait les grandes technologies qui existent avec la fabrication additive, leurs applications, des technologies émergentes et globalement comment choisir ces technologies pour vos applications. Donc peut-être rapidement, peut-être un petit détail sur nos profils. Donc je vais présenter rapidement. Donc Quentin Charon, ingénieur fabrication additive au CETIM, donc depuis 4 ans maintenant. L'activité fabrication additive au CETIM est très développée. On est sur beaucoup de technologies à la fois. Pour ma part, je suis beaucoup impliqué dans le metal binary jetting, qui est une technologie qu'on verra aujourd'hui. Je suis notamment responsable de la plateforme de fabrication additive située à Cluses, qui utilise cette technologie plus particulièrement. Entre autres, on fait également donc, des formations, des recherches et développements, de l'aide à la conception, de l'aide à l'identification de procédés pour l'utilisation de la fabrication additive dans vos entreprises. Je vais laisser rapidement la main à Patrick qui va se présenter. Oui, donc Patrick Evadi, bonjour. Donc, comme l'a dit Quentin, au CETIM, on est très, je dirais, focalisé sur la fabrication additive métallique, avec pour vocation, si vous voulez, d'avoir une maîtrise de l'ensemble des technologies de fabrication additive. Donc là, il a cité le metal binder jetting, mais on passe bien sûr par la fusion laser, par le WAM, etc. Donc l'idée, c'est de montrer un panorama global de ce que c'est faire le CETIM et présenter en fait l'ensemble de ces technos métalliques autour de la fabrication additive avec des procédés matures et des procédés plus émergents. Je repasse la parole. Merci Patrick. Voilà pour une rapide présentation. Donc, cette présentation va se dérouler en 3 grandes parties, tout simplement. Je vais d'abord vous parler des différentes technologies qui existent en fabrication additive et par la suite, je donnerai la main à Patrick qui vous parlera un peu des différents accompagnements que nous avons l'habitude de voir en fabrication additive, des typologies des profils types qu'on va retrouver pour la fabrication additive en France. Et après quoi, je reprendrai un petit moment à la main pour vous présenter la plateforme de Cluses qui intègre différentes technologies de fabrication additive. Donc, sans transition, on va directement voir les différentes technologies de fabrication additive. Alors, forcément, petit disclaimer au début, qu'est-ce que la fabrication additive? Voilà, ceux qui ne connaissent pas forcément cette technologie. Donc, la fabrication additive, vous avez une définition ici de norme ISO en France. Donc, procédé consistant à assembler des matériaux pour fabriquer des pièces à partir de données de modèles en 3D, en général couche après couche, à l'inverse des méthodes de fabrication soustractive. Voilà, vous avez un petit schéma explicatif en bas. Donc, concrètement, qu'est-ce que la fabrication additive? Eh bien, c'est tout simplement un empilement, en quelque sorte, de différentes couches qui va créer la pièce. On le voit bien, par exemple, dans le petit vase qui est produit en bas. On reconnaît bien ici un empilement en fait de différents cercles de plus en plus gros qui vont permettre de créer l'évasement de ce vase. Voilà, donc la technologie de fabrication additive va produire ces différentes couches, soit l'une au-dessus de l'autre, soit l'une à côté de l'autre, avec un assemblage ultérieur. Dans tous les cas, voilà, c'est production d'une pièce couche par couche, en général des couches plates. On retiendra également que c'est des productions à partir de données de modèles en 3D. Donc, ça veut dire, de ce côté-ci, exit les plans 2D, les plans 3D. On a peu d'utilisation de ces plans en fabrication additive. On va très souvent se retrouver directement sur le fichier CAO. Et à partir de ce fichier CAO, les machines vont automatiquement générer, on va dire, la production de la pièce. D'où voilà, la réputation qu'a souvent la fabrication additive d'être très simple d'utilisation, dans le sens où on crée la pièce et on appuie sur un bouton pour la lancer. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas exactement ça. On a beaucoup de travail en amont à faire sur la conception de la pièce pour faciliter la production. Donc, ce sont des problématiques qui sont souvent soulevées pour les entreprises.
Voilà, donc une fois la pièce préparée sur un fichier CAO, on va la transformer en un nuage de points en général, les fichiers STL, ce sont des fichiers de prototypage rapide tout simplement, qui ressemblent beaucoup aussi à des fichiers de scan. Et on va ensuite lancer des fabrications, donc couche par couche, dans une machine, et on va obtenir une pièce brute qu'on va ensuite post-traiter, finir voilà, par usinage, par polissage, etc. Du coup, quel est l'état de la fabrication additive métal aujourd'hui? Donc, jusqu'à présent, la fabrication additive métal est un petit peu en retard par rapport à la fabrication additive polymère. Historiquement, la fabrication additive a commencé avec le plastique dans les années 80. La fabrication additive métal, aujourd'hui, a débuté dans les années 2000, un peu fin années 90, début des années 2000 principalement. C'est un procédé pour l'instant de niche, marché de niche. On va travailler sur des applications à forte valeur ajoutée. Donc, on vous a symbolisé ici les 4 grands secteurs industriels utilisateurs de cette technologie pour l'instant, qui sont l'aéronautique, l'outillage, l'automobile et le médical. Les petits baromètres que vous voyez ici sont donc les degrés de TRL. Donc, vous remarquerez que l'aéronautique et le médical sont déjà intégrés dans les chaînes de production. On a déjà des pièces avionnales, on a déjà des pièces médicales, des prothèses qui sont déjà implantées dans le corps humain, qui sont réalisées en fabrication additive métal. Donc, au niveau de l'outillage, c'est plus ponctuel, et côté automobile, c'est en plein développement. C'est notamment un des gros marchés qui arrive pour la fabrication additive. Il y a plusieurs points bloquants qui ont été levés dernièrement pour accéder à l'automobile et qui vont permettre de démocratiser cette technologie en complément des technologies traditionnelles qui produisent des pièces pour l'automobile, évidemment. Voilà. Donc, la fabrication additive métal, globalement, on va associer souvent un niveau de performance important, d'où la présence de ces 4 grands domaines. Ce sont des domaines très exigeants au niveau des caractéristiques mécaniques, au niveau des performances des pièces. Et c'est là que la fabrication additive va pouvoir apporter sa pierre et créer une vraie différence. Voilà. Donc, pour parler un petit peu des technologies de fabrication additive métal, donc on va parler des grandes technologies dans un premier temps. Donc là, je vais vous parler de 4 grandes technologies qui sont les plus répandues actuellement en France pour la fabrication additive métal. On a un petit classement, donc ça c'est un classement type CETIM, donc il peut y avoir d'autres manières de les séparer, évidemment. On pense que cette séparation est déjà très, très bonne pour bien voir l'ensemble des technologies. Donc actuellement, les 4 grands procédés de fabrication additive métal qu'on retrouve découlent tous de la fabrication directe. Donc c'est une sous-branche, on va dire, de la fabrication additive, par opposition à la fabrication indirecte, par exemple, dont on parlera après. La fabrication directe a la particularité en fait de faire fusionner le matériau. Donc on va utiliser ici très très souvent une source laser ou une source de faisceau d'électrons qui va venir fusionner le matériau en des points précis et qui vont permettre de créer toutes ces couches qui vont définir ces pièces, et en les empilant, on aura nos pièces. Ce qui implique donc l'utilisation de matériaux soudables. On fait ensuite 2 grandes catégories à partir de cette fabrication directe. La grande catégorie lead poudre, technologie de lead poudre, qui est la technologie peut-être la plus développée en fabrication additive métal actuellement. Cette technologie lead poudre, qu'est-ce qu'elle implique? En fait, elle implique ici des créations de couches de pièces, des créations de pièces dans des couches de poudre, en fait. Donc, on va amener d'abord le matériau sous forme d'une couche. Donc, on va déposer une couche de poudre au-dessus de la zone de production. Et on va ensuite venir laser cette couche de poudre pour créer la technologie, pour créer la pièce, excusez-moi. Vous avez donc ici les 2 grandes technologies qui en sortent, qui sont le laser beam melting et l'électron beam melting, LBM et EBM, qui sont donc les 2 technologies les plus répandues actuellement en fabrication additive métal. Le laser beam melting, clairement au-dessus de l'électron beam melting en termes de répartition. Voilà. Et en opposition à ces technologies de lead poudre, on va retrouver les technologies d'apport direct, qui donc cette fois-ci n'utilisent plus des couches de poudre pour créer le matériau. Elles vont ici utiliser un envoi direct de poudre sous un faisceau laser ou un faisceau d'électrons ou un arc électrique. Amener cette poudre directement sous le laser ou le faisceau d'électrons va permettre en fait une moins grande consommation de poudre et un procédé un peu plus adaptable à la pièce. Ici, on va pouvoir facilement, avec ces technologies, rajouter de la matière sur des pièces déjà existantes. Donc, on a notamment une grosse application de rechargement
pour préparer des pièces, par exemple, ou économiser beaucoup de matière dans la production d'une pièce. Voilà. Donc ici, on va à nouveau faire une distinction entre les technologies de dépôt de poudre. On va envoyer de la poudre sous un faisceau laser ou un faisceau d'électrons, et les technologies de dépôt de fil, où cette fois-ci, en lieu de poudre, on a un fil, tout simplement, un fil de soudage qui va se dérouler sous un faisceau laser ou d'électrons. Voilà. Donc là, les prochaines slides, on va décrire un petit peu plus en détail ces technologies pour que vous compreniez bien le principe de lit de poudre, le principe de faisceau laser, faisceau d'électrons, les différentes applications qui peuvent en découler. Donc, dans un premier temps, on va parler des technologies de poudre avec notamment le laser beam melting. Alors, le laser beam melting, tout simplement, c'est la technologie la plus répandue actuellement. C'est la plus maîtrisée, la plus mature. Elle a vu le jour dans la fin des années 90 avec les systèmes Phoenix. Et a réellement connu son essor dans le début des années 2000, tout simplement. Et on a déjà des acteurs très bien installés qui produisent ces pièces. On a notamment un acteur français, vous voyez une vidéo promotionnelle à l'écran, donc le Adobe, qui est le seul constructeur français actuellement de machines de fusion laser lit de poudre. Voilà. Le principe, vous le retrouvez plus simplement détaillé à droite, avec le petit gif. Donc vous voyez ici qu'on a un petit rouleau qui va pousser de la poudre au-dessus de la zone de production, à l'aide de pistons qui vont apporter de la poudre régulièrement. Cette poudre va être poussée au-dessus de la production et un faisceau laser va venir laser la pièce. Donc c'est ce qu'on voit sur la vidéo de gauche également. Là, vous voyez les arrivées de poudre, un peu plus innovantes que la petite animation à droite. Voilà, vous voyez la création de couches à gauche. Et également, donc là, c'est une pub pour une machine double laser. Donc, vous avez deux lasers qui sont envoyés sur des petits systèmes de miroirs. Et ces deux lasers donc, viennent fusionner les zones spécifiques dans le lit de poudre pour créer la pièce couche par couche. Vous voyez ici, création de pièces diverses et variées par Adobe. Voilà, production non-stop. On empile ces couches au fur et à mesure. La particularité de cette machine, c'est qu'on peut chauffer également le plateau de production. Et on va derrière avoir une pièce qui va se construire petit à petit. Il faudra ensuite la dépoudrer pour l'extraire et enlever les supports de production éventuellement. Voilà. Point fort de la technologie, donc, c'est les géométries très complexes. C'est une des technologies les plus permissives au niveau du design des pièces. Donc, on peut créer des pièces très complexes. Il y a beaucoup d'offres matériaux, vu que c'est la technologie la plus développée. On va trouver évidemment beaucoup de matériaux soudables et des matériaux souvent haut de gamme, type titane, aluminium aéronautique, aluminium défense. On va retrouver des inconels, des aciers inoxydables, parfois du cuivre et autres matériaux plus variés. Chrome cobalt également pour médical. Les points faibles tout de même de cette technologie, car elle n'est pas parfaite. On a pour l'instant une productivité assez faible qui découle du fait qu'on utilise ici des faisceaux laser. Les faisceaux laser, on est obligé de les diriger à l'aide de miroirs et obligatoirement, ces miroirs en fait ont une limite mécanique sur leur vitesse de déplacement. Donc, on a tendance à saturer actuellement dans la vitesse de lasage. Et donc, pour augmenter la productivité, on doit augmenter le nombre de lasers, ce qui implique un coût un peu plus important pour chaque machine qui va sortir. D'où le coût également assez élevé actuellement des machines, parce que les machines de fusion laser sont souvent maintenant des machines 4 lasers, 8 lasers parfois, pour justement accentuer la productivité. Un autre désavantage actuellement, c'est la présence de supports de fabrication. Donc, pour produire les pièces en fabrication additive par fusion laser, on doit supporter les zones qui sont en contre-dépouille, tout simplement. Voilà, vous voyez ça comme un échafaudage. On doit créer un échafaudage pour éviter que l'élément s'effondre sur son propre poids, tout simplement, et également pour tenir la pièce lors de la fusion. Donc, la présence de ces supports implique à minima un enlèvement à la main une fois la production faite et parfois un usinage carrément de ces supports pour reprendre les surfaces, pour avoir des surfaces propres. Donc, c'est du post-traitement supplémentaire qui, du coup, pèse sur la vitesse de production et également beaucoup sur le coût de la pièce. Voilà. Donc, au niveau maturité, voilà, de nombreuses machines et sous-traitants déjà existants et c'est la technologie la plus utilisée actuellement, donc la plus maîtrisée. Pour parler également de son cousin, donc, Electron Beam Melting. Donc, cette fois-ci, on a exactement le même type de machine. Simplement, ici, on a un faisceau d'électrons plutôt qu'un faisceau laser. Ça implique différentes choses, mais vous voyez déjà à l'écran que les pièces produites par cette technologie sont déjà très similaires, en fait, à la fusion laser. Une particularité dans cette technologie, c'est qu'on peut empiler les pièces. Ça provient du fait qu'on utilise ici un faisceau d'électrons. Le faisceau d'électrons permet de
préchauffer les zones de production et permet d'avoir moins de support et la possibilité d'empiler des pièces facilement dans la production. La productivité est légèrement supérieure à la fabrication additive fusion laser. Et on peut mettre en œuvre en général des matériaux un peu plus différents que la fusion laser, malgré un développement un peu moindre. Ça vient du fait qu'ici, on utilise un faisceau d'électrons, donc on peut mettre en œuvre des matériaux qui, par exemple, réfléchissent les faisceaux laser. On pensera notamment, par exemple, au cuivre, qui va réfléchir tous les rayons laser rouges. Un faisceau d'électrons ne va pas avoir ce souci, donc il peut plus facilement mettre en œuvre du cuivre, par exemple. Et différents autres matériaux qui vont nécessiter beaucoup de préchauffage, par exemple. Le faisceau d'électrons peut facilement se splitter en plusieurs parties et facilement chauffer toute la zone de production, ce qui permet d'avoir des matériaux qui demandent un préchauffage, des aciers-outils très complexes, des aciers-outils très résistants, type Vibony, par exemple, ceux qui connaisseraient peut-être des producteurs suédois. Voilà. Donc, point fort, voilà, géométrie toujours aussi complexe, pour le coup, moins de support de fabrication que la fusion laser, une légèrement meilleure productivité. Point faible, la productivité va rester tout de même faible comparée à des technologies conventionnelles. Le coût des machines est encore plus élevé en général que la fusion laser. Et vu que le faisceau d'électrons va préchauffer la poudre pour faciliter les productions, il a tendance à la compacter, à la préfriter tout simplement. Et à ce moment-ci, on a des pièces plus difficiles à dépoudrer, à sortir de la production. Donc, on a aussi des petits inconvénients avec cette technologie. Une maturité un peu plus limitée qu'en fusion laser, mais déjà bien développée. On a déjà des gros acteurs bien établis, avec le constructeur Arcam, et on a également General Electric, qui est très friand de cette technologie. Pour disserter un petit peu sur les applications en fusion sur lit de poudre, donc ici, c'est que ce soit une fusion laser ou une fusion par faisceau d'électrons, on va retrouver ici des applications typiques des quatre domaines que je vous indiquais. On va retrouver de l'aéronautique, du médical, de l'outillage éventuellement, qui n'est pas présenté ici, et de l'automobile éventuellement. Donc vous voyez par exemple à gauche des aubes de turbine, des pales de turbine pour General Electric, un injecteur General Electric. On va également retrouver des pièces pour le médical, avec ici des prothèses dentaires ou des cotyles de prothèses de hanche. On va retrouver des échangeurs thermiques pour vous donner une idée, par exemple, des tailles de pièces, et éventuellement des pièces d'automobile, comme on le voit en haut à droite avec Bugatti, qui a produit par exemple une pièce en fusion laser pour ses voitures. Concrètement, actuellement, l'entrée dans la fabrication additive dans l'automobile passe beaucoup par le luxe et par le sport, évidemment. Avec la faible productivité actuellement de la fabrication additive, on va avoir tendance à aller cibler à nouveau les marchés niches de l'automobile pour faciliter son implantation. Parlons maintenant rapidement des procédés d'apport direct. Donc, c'était la partie droite de notre petit schéma. Donc, ces procédés d'apport direct, tout simplement, on les sépare en deux catégories, poudre et fil. Donc ici, des pots de poudre type clad, par exemple. Donc on reprend ici le principe. Donc vous voyez bien qu'on n'a plus le lit de poudre, mais qu'à la place, on va envoyer de la poudre sous un faisceau laser. Vous avez le petit schéma explicatif en haut à droite et une petite vidéo qui présente à gauche. Donc vous voyez ici, un des gros avantages de cette technologie, tout simplement, c'est que nous n'avons pas de couche de poudre à créer. Donc on est beaucoup plus rapide que si on devait les créer, évidemment. Et on économise en quelque sorte la matière. On a beaucoup moins de matière engagée pour pouvoir réaliser les pièces. Gros avantage donc de ces dépôts de poudre, c'est leur productivité, c'est la possibilité d'ajouter des fonctions sur les pièces. Donc, vous voyez qu'ici on travaille sur une pièce à plat, mais vous avez vu également qu'on avait un berceau 5 axes sur cette machine, donc on peut facilement produire en travers et en dessous et au-dessus de la pièce. Voilà, vous avez l'exemple ici avec cette petite corolle. Vous voyez que les pièces sont également plus grosses, du fait qu'on engage moins de matière, on peut produire des pièces beaucoup plus grosses avec cette technologie. On va souvent se rapprocher souvent du mètre en taille de pièce ici. Voilà. Donc, point fort, productivité, ajout de fonction. On peut faire du multimatériau, en effet, vu qu'on n'a pas de lit de poudre, on n'a pas de mélange des poudres. Donc, on peut, si on le souhaite, switcher à un moment ou à un autre, faire un mélange de cuivre et d'inox, par exemple, de cuivre et d'inconel. Voilà, on peut varier grandement les poudres.
Les poudres sont d'ailleurs un peu plus grossières qu'en lit de poudre. Donc, on arrive à avoir des poudres moins chères et en général plus diversifiées. Voilà, ici, typiquement, un ajout de fonction sur une pièce. Voilà, production de nervures sur une plaque qu'on aura achetée préalablement. Voilà, c'est là, typiquement, l'application de la fabrication additive qu'on recherche, c'est une combinaison à la fois d'usinage, de formage et de fabrication additive qui vont permettre eh bien, de créer des pièces très évoluées techniquement et qui vont se différencier par leur qualité. Point faible donc de la technologie, les géométries assez simples, les états de surface qu'on va avoir un peu plus rugueux et un peu moins propres qu'avec les fusions laser sur lit de poudre ou les fusions par faisceau d'électrons sur lit de poudre. Son cousin, cette fois-ci, eh bien c'est le WAM. Donc, cette fois-ci, on ne change plus la source laser, étant donné que là, souvent, ce sont des sources de faisceaux d'électrons, mais on va surtout changer ici le type de matériau qu'on va apporter. C'est la première fois qu'on sort de la poudre et qu'on va ajouter cette fois-ci un fil. Donc, un fil de soudage, ici, tout simplement. Hein. Il existe plusieurs manières de produire avec le WAM, mais il existe une version simple où, en fait, on a un bras robot qui a en fait une torche de soudage en bout et qui va tout simplement faire des soudures. Donc, imaginez le WAM tout simplement comme soudure localisée. Qui va créer en fait la pièce avec des points de soudure. Donc voilà, faisceau d'électrons, WAM par exemple, on a aussi en version laser, en version arc électrique. On a l'intérêt d'utiliser ici des fils de soudage, donc on est très peu cher en termes de coût matière, et qui plus est, on est beaucoup plus sécure qu'avec la poudre. Tout simplement, la poudre a souvent des problématiques eh bien, de HSE autour. Elles peuvent être parfois explosives, mais elles peuvent être aussi parfois cancérigènes. Donc, il y a des protections à avoir contre les utilisations des poudres en fabrication additive et ce problème ne se pose tout simplement pas avec l'utilisation de fils. Voilà. Si on regarde rapidement les applications avec les apports directs, donc ici, plus précisément pour le CLAD, donc l'apport direct version poudre. Donc ici, quelques types voilà, d'applications. Donc, comme on discutait, l'ajout de fonctions sur une pièce, l'hybridation. On va souvent hybrider les machines, c'est-à-dire qu'on va avoir une buse qui va déposer de la matière et à côté une broche d'usinage qui va directement reprendre ce qui a été créé. Donc, c'est ce qu'on voit sur l'image en haut à droite, par exemple. On va souvent donc faire de la tubulure avec cette technologie, car elle est vraiment très bien indiquée pour ce type d'application. Et on va souvent faire eh bien, du bi-technologie, comme vous pouvez le voir également en bas à droite. Donc, c'est une tuyère qui a été imprimée en partie par le CLAD, c'est-à-dire que la partie de droite a été faite par projection de poudre et la partie de gauche a été faite par lit de poudre, fusion laser sur lit de poudre. Donc, on a réussi à mêler les deux technologies ici pour créer une pièce très évoluée et avec une vraie plus-value. Pour disserter rapidement aussi sur le WAM, mais ce sont aussi des applications qu'on pourrait retrouver du côté de la version poudre. Donc la version fil, elle aussi, permet de grosses économies. La version fil, on va très souvent la retrouver dans l'économie de copeaux, tout simplement. Vous avez un exemple ici à gauche de Jeffertech, si je ne dis pas de bêtises, entre la production d'une pièce identique, tout simplement. Ici, on ne s'est même pas posé la question de reconcevoir la pièce, on cherche juste à améliorer son coût. On voit voilà, que les coûts d'approvisionnement et le coût d'usinage complet d'une pièce à partir d'un bloc sont deux fois plus chers tout simplement que la version en WAM. La version WAM en fait permet tout simplement d'avoir un brut pour l'usinage beaucoup plus ouvragé, beaucoup plus proche des codes finales. Et donc on limite énormément le temps d'usinage, le taux horaire de la machine donc également, et ça permet d'avoir des pièces beaucoup plus économiques en sortie. C'est une technologie qui permet de faire des très grosses pièces, le dépôt fil, comme on le voit à droite. Donc ici, c'est une application de PIX, PIX, qui a utilisé le WAM en fait pour réaliser des châssis de voitures électriques. Donc c'est des toutes petites voitures électriques, hein, elles ne sont pas très grandes, elles doivent faire dans les 2 mètres de long grand maximum. Et voilà, ils ont réalisé ce petit châssis. Donc, alors, pour information, donc c'est d'un alliage d'aluminium qu'ils ont déposé avec leur bras robot ici, alliage d'aluminium haute performance. Déjà d'une première chose, ils ont fait de la reconception, c'est-à-dire qu'ils ont changé la géométrie du châssis pour mieux correspondre à la technologie. Ce faisant, ils ont réussi à réduire de 130 kg à 60 kg le poids du châssis, juste en reconcevant, en ne gardant que la matière qui va être nécessaire grâce au WAM. Donc, ils ont déjà divisé par 2 le poids, et ici, on a un matériau qui coûte à peu près 10 € du kilo. C'est le prix du fil qui est déposé, tout simplement.
Donc, ils ont réussi à avoir un châssis très ouvragé et très économique. Alors, évidemment, il faut le reprendre en usinage derrière pour pouvoir fixer les différents éléments. Il y a probablement un peu de polissage, un peu de reprise qui sont également inclus. Mais globalement, l'intérêt économique a été clairement prouvé par Pix pour cette application-ci spécifiquement. Voilà, donc ça, c'était les 4 grands procédés qui définissent actuellement le paysage de la fabrication additive métal en France. Ce sont les 4 grands procédés qui sont utilisés très régulièrement. Et voilà, ils ont tous leurs avantages, leurs différents inconvénients, évidemment, et leurs différentes applications. Donc là, vous avez un petit tableau qui récapitule tout ça. Donc au niveau des matériaux, beaucoup de matériaux sont similaires parce que ce sont des procédés qui font tous de la fusion. Vous voyez par contre dans les volumes de fabrication qui témoignent bien des tailles de pièces qu'on peut faire, on voit bien que les dépôts directs, dépôts de poudre ou dépôts de fil, ont des tailles de production beaucoup plus importantes. On va facilement aller toucher le mètre en fil, alors que du côté de la fusion laser ou de la fusion par faisceau d'électrons LBM, EBM, on va être sur des pièces qui vont faire dans les maximum 20-30 cm de côté. On peut monter plus haut, on a des pièces qui peuvent faire parfois 50 cm de côté, mais c'est en général un peu la limite de ces procédés pour l'instant. Quelques précisions sur les précisions. Donc voilà, les apports directs sont beaucoup moins précis que les systèmes de lit de poudre. Voilà, comme on discutait. Ça se tient aussi du fait que les pièces sont beaucoup plus petites en fusion laser et en fusion électro. État de surface également, on a une bien meilleure état de surface côté fusion laser et faisceau d'électrons, mais vous voyez qu'on a quand même encore beaucoup à faire pour avoir des états de surface propres et dignes, on va dire, des applications industrielles. Ce qui fait que la fabrication additive est très souvent vue avec des procédés complémentaires d'usinage, de finition, qui vont aboutir derrière à la pièce finie. Un petit bilan sur les productivités également. Vous voyez que voilà, les systèmes de lit de poudre sont un peu plus lents du fait de l'utilisation d'un lit de poudre et du fait d'utiliser des lasers ou des faisceaux d'électrons qui parfois ont du mal à produire de très grosses pièces avec des trop gros volumes. Voilà, côté apport direct, ça s'améliore un petit peu. Et les prix moyens des machines que vous pouvez voir ici à l'écran. Donc ça varie beaucoup maintenant. Vous avez vraiment des machines low cost qui existent pour chaque technologie. Et comme vous avez des machines très très haut de gamme qui vont venir dépasser le million d'euros facilement pour beaucoup de machines. Voilà pour les technologies génériques. Maintenant, je vais vous faire un petit aparté maintenant sur le côté d'autres technologies qui sont émergentes en France actuellement. Donc, jusqu'à présent, je vous parlais de fabrication additive directe, qui a montré ses gros avantages, mais aussi quelques inconvénients, comme on peut le voir là. Ce sont des procédés en général très matures, une productivité plus ou moins bonne, mais souvent trop chers. Et on remarque que les tailles de pièces qu'on produit actuellement avec ces technologies sont toujours assez contraignantes si on veut faire des petites pièces. Les petites pièces, on a du mal à en faire. La fusion laser est celle qui peut faire des pièces les plus petites, mais on a quand même des difficultés à descendre sous les 2 cm, sous le centimètre, et d'avoir vraiment une belle qualité de pièce. De fait, de nouvelles technologies sont apparues il y a quelques années. Plus concrètement, nous, on a investi dans ces technologies en 2017. On était les pionniers en France pour ces technologies. Donc, ce sont des technologies qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans peut-être d'utilisation. Donc, beaucoup moins matures actuellement. Et c'est le rôle de ces teams, tout simplement, de travailler sur ces technologies. Donc, ce sont les technologies de fabrication indirecte qui vont ne pas utiliser de fusion et qui vont permettre d'utiliser des matériaux différents, c'est-à-dire des matériaux fritables. L'avantage de ces technologies, c'est une très très forte productivité, plus économique et surtout qui sont très adaptées aux pièces de petite taille cette fois-ci et qui vont permettre de produire des pièces différentes de ce qu'on a l'habitude de voir en impression 3D. Donc rapidement le principe d'un procédé indirect. Donc par opposition au procédé direct où on produit directement la bonne pièce, eh bien là on va produire indirectement la pièce en fabrication additive. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'impression 3D pour réaliser ce qu'on appelle une pièce à verre. Donc on va former une pièce qui est un mélange de poudre métallique en général avec de l'encre. De l'encre qui est en fait une colle, un liant. On va ainsi créer en fait la forme de la pièce, donc ce qu'on appelle la pièce à verre, ce que vous voyez à droite. Cette pièce à verre n'est pas utilisable en l'état, étant donné qu'en fait, on a simplement la résistance mécanique de la colle qui a été utilisée. Donc, ce qu'on va faire derrière, c'est que cette pièce collée, on va enlever la colle par une opération qu'on appelle d'éliantage, et on va ensuite réaliser dessus un fritage.
Donc le frittage, c'est on va monter le matériau quasiment à sa température de fusion, mais juste en dessous pour ne pas faire une pièce liquide. Et sous cette action, en fait, la pièce va se compacter sur elle-même, va se rétracter et va devenir 100% dense et uniquement constituée de métal. C'est ce que vous voyez à droite, du coup. Pièces à verre, c'est les pièces avant fritage, et pièces fritées, ce que vous avez après fritage. Donc, vous voyez bien la différence de taille qui correspond en général à 16 ou 17% de compactage sur toutes les directions. Voilà. Je vais vous montrer deux technologies qu'on utilise au CETIM et qui sont clairement les plus développées pour l'instant. Il y en a d'autres qui existent, évidemment, avec des nanoparticules, jetting par exemple. Mais là, c'est les deux plus grosses technologies qui existent. Donc ici, rapidement, le metal binary jetting. Donc c'est la technologie la plus productive qui nous a été donnée de rencontrer jusqu'à présent pour des petites pièces et pour des pièces de taille moyenne. Vous voyez qu'actuellement, la productivité actuelle de nos machines sont autour de 400 cm3, ce qui déjà est 4 fois plus que la fusion laser. Et là, la vidéo que je vous montre, c'est une vidéo promotionnelle du constructeur Desktop Metal, qui lui va monter jusqu'à 12 000 cm3 à l'heure quand la machine sera prête. Le gros intérêt ici, c'est qu'en fait, on utilise des cartouches, des têtes d'impression qui ressemblent furieusement en fait à des têtes d'impression d'imprimantes jet d'encre. Voilà, imaginez votre imprimante jet d'encre cette fois-ci, vous enlevez le papier de votre imprimante, vous mettez de la poudre à la place et vous mettez de la colle à la place de l'encre et vous avez à peu près la machine qui produit actuellement. Voilà, donc productivité ultra forte car on va en fait imprimer ici des pages tout simplement. C'est comme si on imprimait des pages, à l'inverse d'imprimé avec des faisceaux laser. On a un très bon état de surface, vu qu'on a un procédé très doux, on n'a pas de fusion, on n'a pas de mouvement des pièces, donc on n'a pas de support de production à intégrer, on n'a pas de dégradation de la surface quand la surface est légèrement inclinée, ce qui fait qu'on a des états de surface bruts qui sont très évolués et très propres, ce qui permet quasiment d'envisager une utilisation directement de la pièce après sa production. Voilà. Les petits points faibles pour l'instant, évidemment, c'est tout simplement l'offre en matériaux. Vu que la technologie apparaît en ce moment, on est encore beaucoup dans la phase de développement de la technologie, donc notamment des matériaux. Les pièces, évidemment, on ne peut pas faire de grosses pièces, du coup, vu qu'elles se rétractent fortement. On doit rester sur des pièces qui vont en général être dans l'ordre de 5 cm, grand maximum de côté, et on va pouvoir descendre sous le centimètre en taille de pièce. Propriété matériaux, pour l'instant encore un peu dégradée, vu qu'on a du frittage, on est moins propre sur la qualité matériaux que de la fusion laser, tout simplement. Voilà, donc c'est une technologie qui est en fort développement au niveau de la maturité, et notamment celle-ci soulève cette fois-ci avec de telles productivités, on va soulever cette fois-ci plus des problèmes également sur le post-traitement des pièces, vu qu'il faut dépoudrer les pièces, il faut les finir également. Donc c'est plus de travail et on travaille maintenant également sur des systèmes automatisés de dépoudrage, de traitement des pièces en sortie de production. Voilà. Et un petit peu sur le même principe, mais cette fois-ci une autre technologie que nous avons également approvisionnée au CETIM, donc la technologie Bond Metal Deposition ou MFDM plus globalement. Donc ça repose sur le même principe, on va également produire une pièce à verre qu'on va également friter. Simplement ici, en fait c'est la version fil. Donc, à l'inverse de la version de poudre, on a une version ici beaucoup moins productive qui va être beaucoup plus indiquée pour du prototypage. Voilà, c'est la petite machine qui va faire le support de production dans l'usine. Par exemple, elle va réaliser des morts d'usinage, elle va réaliser des prototypes de designers, elle va réaliser des pièces de secours, des pièces de rechange, voilà, rapidement pour essayer de réparer des éléments, par exemple. L'énorme avantage de cette technologie, c'est les contraintes HSE. Vu qu'ici, on a juste un petit fil qui est déposé par une imprimante 3D polymère, en fait, on a beaucoup plus de facilité à se protéger. En fait, les éléments dangereux ici, c'est peut-être plus du côté du frittage avec un four qui va chauffer. Mais du côté de la machine, elle est très simple d'utilisation et n'est pas du tout dangereuse. C'est une technologie qui est faite pour les néophytes en plus. Tout est quasi automatisé. La machine gère elle-même les productions et gère elle-même la création de supports d'impression. Elle va très facilement s'inclure dans l'équipe, tout simplement parce qu'elle est très simple d'utilisation. Voilà. Et qui plus est très simple d'installation. Toutes les machines fonctionnent sur le 220 volts. Il y a juste le four qui demande une prise de triphasé et toutes les machines sont montées sur roulettes, donc on peut les installer dans n'importe quel bureau, n'importe quelle zone. C'est des éléments qui sont très polyvalents et qui s'adaptent parfaitement en général aux besoins. Voilà, même chose pour les points faibles, on est exactement comme pour le MBJ. C'est une technologie qui est encore plus récente que le Metal Binary Jetting. Du coup, on a aussi des matériaux en cours de développement, on a aussi des propriétés matériaux améliorées et on a aussi des difficultés sur les pièces de grandes dimensions.
Voilà. Pour faire un parallèle rapide, on compare souvent cette technologie avec le NIM, qui est un procédé ultra-industriel qui est déjà développé en France et en Europe. Donc le MIM, en fait, c'est l'équivalent en fait, du MBJ. Simplement, ici, on utilise un moule plutôt que d'impression 3D pour réaliser les pièces à verre. Mais on se rejoint, comme vous le voyez, au niveau du déliantage et le comportement au fritage est exactement le même. Donc il y a déjà des compétences qui existent côté fritage pour friter les pièces. La compétence vraiment clé à acquérir maintenant, c'est le côté impression. Quelques typologies de pièces, et après je vais donner rapidement la parole à mon collègue Patrick. Quelques exemples de pièces qu'on retrouve en MBJ et en BMD. On va retrouver, comme vous voyez ici, des pièces relativement petites. La pièce au centre en bas est une des plus grosses qu'on ait produites actuellement au CETIM. Et vous voyez que c'est une pièce qui, en fait, n'excède pas les 10 cm de côté. Et il y a eu plusieurs essais pour réussir à la produire. Le vrai cœur de l'application du MBJ, c'est sur les petites pièces, clairement. Et on va vraiment avoir des bonnes précisions, des finesses très importantes. Vous voyez ici à gauche, par exemple, sur des texturations. On va réussir à texturer les pièces pour les rendre esthétiquement plus intéressantes, pour les customiser pour les clients. On peut produire, vu qu'on n'a pas de fusion laser, on arrive à produire des pièces très abouties au niveau des éléments mobiles. Donc on arrive dans des pièces, comme vous voyez, des rotules, avec déjà la rotule intégrée. Donc on a des pièces qui sont indémontables, par exemple. On peut donc vraiment cut tous les coûts d'assemblage sur certaines pièces. L'assemblage qui parfois coûte près de 40% du prix d'une pièce. Donc on a vraiment un gros intérêt avec des éléments mobiles. Globalement, voilà, des pièces diverses et variées. Qui plus est, on peut facilement les reprendre, vu qu'on part d'un RA, vous avez vu, entre 3 et 12 microns, on peut facilement reprendre les pièces et aboutir à des polymiroirs. Les pièces ont des performances suffisantes en termes de porosité pour réussir à aboutir à des polymiroirs dans certains matériaux. Donc, on a des applications notamment côté joaillerie qui vont se débloquer très rapidement pour cette technologie. Notamment, le CETIM accompagne des clients qui sont dans la joaillerie, qui ont franchi le pas et qui ont acheté des machines pour le MBJ. Et rapidement, BMD. Typologie de pièces de BMD, donc vous voyez, comme je vous le disais, des éléments de soutien de la production, des petits éléments mobiles également, des éléments un peu personnalisés pour les clients. L'avantage, c'est que c'est très simple d'utilisation, donc le technicien de l'atelier peut facilement utiliser la machine, produire sa pièce pour son usinage et après passer la main à un autre technicien qui va aussi produire avec. Voilà. Particularité aussi, c'est une des rares technos maintenant qui propose déjà le cuivre en production. Donc voilà, cuivre pour les applications principalement thermiques pour l'instant. La pureté doit être probablement encore un peu améliorée pour des applications électriques fiables. Mais le côté thermique, transmission thermique, est déjà présent pour le cuivre en FA, que ce soit en BMD ou en fusion laser ou en fusion par faisceau d'électrons. Voilà, rapidement, positionnement de production. Voilà, juste pour vous montrer ici que les technologies qu'on vous a présentées jusqu'à présent, en fait, ne se recouvrent quasiment pas, tout simplement. Elles ont toutes leurs propres applications et elles se complètent toutes. Donc voilà, vous avez retrouvé dans des faibles productivités, vous allez retrouver le dépôt fil MFDM, donc BMD que je viens de vous présenter, la fusion laser, le WAM, et le côté taille de série, où on va augmenter de plus en plus avec le MBJ. L'électron beam melting se retrouverait probablement autour de la fusion laser. Voilà, et le WAM a aussi la projection de poudre autour de lui. Voilà, taille de pièce. Voilà. On a maintenant des procédés complémentaires et le MBJ et le MFDM sont venus combler des trous qu'on avait jusqu'à présent dans ce panel. Voilà, un petit tableau remis à jour du coup avec cette fois-ci le MBJ dans ses propriétés. Vous voyez, on a presque les mêmes matériaux pour l'instant, parce que ce sont aussi des matériaux fritables et soudables. Petit point quand même sur l'acier outil qui est différent. On arrive à produire des aciers outils maintenant avec le MBJ, du H13, du 4140, du M2D2. Donc ce sont des aciers qui jusqu'à présent étaient peu trouvés en fusion laser. Donc on arrive à compléter en plus l'offre matériaux avec ça. Volume de fabrication, sans surprise, vu qu'on a une très grande productivité, on va aller soit de la petite pièce de test, donc dans des productivités, dans des volumes de fabrication de 1 litre, jusqu'à des volumes jusqu'à 160 litres, où là, on va vraiment produire des énormes blocs de production avec plusieurs milliers de pièces à l'intérieur, qui vont permettre de faire des séries, de débuter des séries importantes. Voilà. Précision équivalente au moins à la fusion laser également, dû au fait aussi qu'on utilise des petites pièces, donc on a plus de
plus de facilité à respecter les dimensions. Voilà, bien meilleur état de surface, productivité de 400 à 12 000 cm3 potentiellement. Prix moyen d'une machine, on va dire que c'est tout simplement c'est dans la range qu'on voit sur les autres machines de fusion, de fusion laser, de fusion par faisceau d'électrons. Ici, on voit de 200 à 600 000, mais il faut inclure également un four de frittage industriel pour pouvoir absorber la production de l'impression. Voilà. Vous vous demanderez sûrement comment choisir votre procédé avec autant de procédés qui existent. Voilà, quelques petites infos là-dessus sur le fait que la FA répond différemment à différentes applications. Voilà, quelques infos voilà, de comparaison des différents procédés de FA. Pour le secteur de l'aéronautique, par exemple, à gauche, vous voyez que chaque techno va répondre plus ou moins facilement en fait, à des problématiques. Donc là, c'est typiquement pour l'aéronautique, mais on pourrait aussi le transposer plus tard sur le luxe, sur l'automobile. Vous voyez par exemple voilà, que le dépôt fil WAM va être bien meilleur sur l'économie de la pièce. Le moins bon va être la fusion laser, voilà, par exemple. Voilà, donc la difficulté maintenant est de choisir le procédé qui va produire votre pièce. Et alors, pardon, j'ai encore une slide. Pour voir un petit peu plus loin sur ce qui va arriver maintenant dans le marché de la fabrication additive, la fabrication additive demain, donc on a un marché qui n'a pas du tout souffert, très peu souffert de la pandémie. On a un marché qui est constamment en phase de grossissement. On a plus de 20% du chiffre d'affaires chaque année en fait. Ça grandit crescendo. La fabrication additive métal est clairement en plein essor. La fabrication additive polymère est déjà maîtrisée et déjà bien implantée. On a la fabrication additive céramique qui arrive derrière le métal. Évolution très rapide. Voilà, on a des technologies au setting qui ont 3 ans d'âge à peu près, mais ça change constamment. On a des sorties tous les ans de nouvelles machines, de nouvelles technologies innovantes. Ça foisonne vraiment de ce côté-ci. Les prochaines étapes pour ce marché, maintenant, c'est la normalisation. On a des comités de normes qui sont en train de travailler fortement sur normer les pièces qui vont sortir pour les équipements sous pression, pour des équipements aéronautiques, normer les méthodes de contrôle, normer les méthodes de contrôle qualité. Voilà, il y a énormément de choses là-dessus qui sont en cours de développement. On a beaucoup de matériaux, beaucoup de procédés en cours de développement également. Maintenant, on développe des matériaux pour chaque cas d'étude quasiment. Voilà, l'aéronautique va créer son propre alliage d'aluminium qui va être utilisé uniquement en aéronautique avec des paramètres très spécifiques. Donc, on a voilà, des créations de nouveaux matériaux qui arrivent sur le marché. Et l'objectif maintenant, c'est de diminuer les coûts des pièces via le coût machine et le coût de la matière, tout simplement. Voilà. Vous avez ici un petit index de maturité de la techno. Alors, vous vous dites, en voyant toutes ces technos, vous vous dites, mais on n'a parlé que de 5-6 technos jusqu'à présent. En effet, il y a beaucoup plus de technologies que ça en fabrication additive. Et justement, ça fait une belle transition pour Patrick. Donc voilà, par exemple, ici, une vue d'ensemble très intéressante de toutes les technologies de fabrication additive métal qui puissent exister jusqu'à présent. Donc, si vous souhaitez le retrouver, vous pouvez aller sur AMPower, c'est en libre service. Donc voilà, toutes les technologies avec les différents constructeurs qui sont associés avec. Donc vous voyez, là où on a les plus grand nombre de constructeurs, c'est la fusion laser sur lit de poudre. Vous voyez qu'on a parlé de tout ce qui était un peu à droite, fusion laser sur lit de poudre, fusion par faisceau électron, dépôt de poudre sous faisceau laser, dépôt de fil, ce sont là où on a les plus gros constructeurs. Et vous voyez que on a beaucoup d'autres constructeurs qui peuvent avoir d'autres technologies à proposer, qui peuvent répondre à des problématiques très particulières. Donc, on a vraiment un foisonnement des technologies, des constructeurs, des applications possibles. Donc, pour vraiment choisir la technologie idéale pour vos pièces, il vous faut en fait quelqu'un qui connaisse vraiment tout le panel des technologies, qui puisse avoir une vue d'ensemble sur ça. Donc, il faut faire beaucoup de veille, tout simplement, faire de la veille sur les différentes technologies qui sortent, les différentes capacités de chaque technologie. Voilà. Maintenant, je vais peut-être passer la main à Patrick qui va vous parler de notre. Merci, Quentin. Voilà, de notre commercial. Voilà. OK. Donc, merci à Quentin pour cet exposé. Donc, on va faire un petit. On va faire une petite avancée, je dirais, sur la partie, sur une partie plus générale.
Donc, pour présenter globalement l'offre CETIM, je dirais que nous, on a aujourd'hui vocation à accompagner les entreprises sur un plan stratégique, sur un plan technique et les accompagner dans le développement de leur positionnement par rapport à la fabrication additive. Donc, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est un peu un slide qu'on a essayé de définir pour voir un petit peu quels sont les points d'entrée de la fabrication additive. Alors, ils peuvent être divers et variés, mais ça peut être un attrait vis-à-vis de la valorisation de son offre, c'est-à-dire qu'on cherche à se diversifier, à flexibiliser sa production. Ça peut être la recherche d'avantages génériques de la fabrication additive, comme Quentin l'a montré, et qui dépendent beaucoup de la technologie dans laquelle on est. Par exemple, on veut faire des formes gauches qu'on ne sait pas faire autrement, on veut réduire le lead time, on veut travailler sans outillage, on va vouloir faire des canaux internes, on va vouloir mixer des produits, etc. Mais ça peut être aussi d'innover plus vite avec une démarche qu'on voit beaucoup en fabrication additive, qui est une démarche qui permet à la fois de mettre au point des nouveaux prototypes rapidement, puis de les industrialiser. Ça peut être aussi de relocaliser la production. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, dans un contexte où finalement on a du mal à attirer des compétences en mécanique, il y a une attractivité de ce genre de technologies qui sont finalement très porteuses, je dirais, d'intérêt et de motivation pour les gens qui aiment l'industrie. Alors, souvent, ce qu'on voit arriver, nous, au niveau, je vais dérouler mon slide directement. Ce qu'on va arriver, c'est que finalement, la question que les entreprises se posent et à laquelle nous, CETIM, on est à même de répondre, c'est un peu le positionnement par rapport à la FA. C'est-à-dire que on va trouver des gens qui vont se dire finalement en quoi la fabrication additive peut être un vecteur de compétitivité chez nous et en quoi finalement on peut les aider à identifier leur positionnement. Deuxièmement, comme Quentin l'a souligné tout à l'heure, vous avez vu que le prix d'une machine en fabrication additive est relativement élevé et il est nécessaire à un moment de se poser la question de comment je rentre dans la fabrication additive. Et c'est la fameuse problématique make or buy qu'on rencontre souvent. Et là, le CETIM peut intervenir justement vous aidant déjà dans un premier temps à avancer sur le chemin de la fabrication additive, notamment à travers les plateformes du CETIM dont on va vous montrer un panorama, mais aussi à maîtriser le risque d'investissement. C'est-à-dire que cette logique make or buy, elle est un peu différente dans un milieu comme la fabrication additive où finalement les structures sont assez horizontales que dans d'autres secteurs, par exemple comme l'usinage, où on va se poser la question j'investis pas. Après, il y a un autre sujet qui est important, c'est la capitalisation du savoir-faire, c'est-à-dire comment impliquer les personnels et capitaliser le savoir-faire là-dedans, puisque c'est un nouveau métier, on va se retrouver avec un nouveau métier, on va se retrouver avec des changements culturels. On voit par exemple de façon très importante la part nécessaire et je dirais cruciale de la conception dans l'intérêt technique et économique de la fabrication additive. Donc c'est la raison pour laquelle on doit aussi en faire une technologie qui se banalise entre guillemets et qui atteint une certaine maturité de façon à pouvoir avancer. Et puis le rôle du CETIM, ça va être aussi bien sûr de développer avec vous des projets pilotes, soit via les plateformes, soit chez vous en direct, et puis ensuite les intégrer dans la chaîne de la valeur, parce que ce qu'on a vu ici, c'est que souvent la fabrication additive ne fait pas des pièces finies, c'est-à-dire qu'il y a derrière tout ce qu'il faut faire. On a pris des exemples, alors on a comparé les technologies, on a montré par exemple qu'on obtenait des pièces plus proches de la pièce finale en MBJ qu'en fusion laser, mais néanmoins, il reste derrière les problématiques de nettoyage, de polissage, de traitement thermique, si nécessaire, d'ajout de qualité mécanique, etc., etc. Donc, sur ce sujet-là, si vous voulez, nous, ce qu'on a essayé un peu de synthétiser à travers ce slide-là, c'est de se dire, en fait, l'expérience qu'on a aujourd'hui, alors à travers plein de projets collectifs, notamment, on accompagne beaucoup d'entreprises dans beaucoup de régions. Alors, je peux en citer quelques-uns, en Aquitaine, en Nora, en Île-de-France. Donc, on aide les entreprises à progresser sur le chemin de la fabrication additive.
Donc, soit on rentre avec des gens qui viennent par la curiosité en disant c'est quoi la fabrication additive, en quoi ça peut être intéressant pour moi. Et on va rentrer, par exemple, là, par la faisabilité d'une pièce. On nous envoie une pièce et nous, on a toute une démarche, je dirais, de questionnement autour de cette pièce pour voir si, effectivement, la fabrication additive peut être un bon client pour la réalisation de cette pièce. On peut rentrer aussi par la recherche d'une alternative de fabrication. Typiquement, je fais fabriquer des pièces par fonderie, je suis obligé d'acheter des quantités, j'ai un minimum de série, j'ai un outillage, c'est compliqué, etc. La fabrication additive est-elle une alternative de fabrication? Alors souvent, c'est une alternative de fabrication à condition que l'on soit à même de pouvoir revoir la conception un peu de la pièce, ou en tout cas l'adapter. Après, il y a la question de l'intégration dans les procédés existants, c'est-à-dire que j'ai déjà un système de production et la fabrication additive peut être à l'occasion une opportunité pour supprimer un certain nombre d'étapes, pour par exemple fabriquer plusieurs pièces en même temps, donc supprimer des opérations d'assemblage, réduire ma supply chain, réduire mon lead time. Et puis, ça peut être aussi la recherche de performance de délai, de produits ou économiques, comme par exemple ce qu'on voit dans le moule d'injection, où finalement l'avantage générique de la fabrication additive, qui est de pouvoir faire des canaux internes, permet de designer des canaux au plus près de la pièce que l'on veut mouler, et donc de la refroidir plus vite, et donc d'obtenir, je dirais, une performance, une productivité élevée. Un autre exemple de ça aussi est la réalisation, comme on a montré tout à l'heure, par exemple, une roue avec des aubes. Cette roue, elle est réalisable par tout un tas de technos, mais on sait très bien que plus on va se rapprocher de la pièce finie et moins on aura d'opérations de post-traitement, plus on sera performant. Donc, il y a un intérêt, je dirais, important à ce niveau-là. Voilà. Donc, nous, finalement, notre positionnement CETIM et nos propositions, en fait, ce sont à la fois des parcours de découverte, alors qui s'incarnent soit à travers des modules de formation ou d'information de premier niveau, soit du travail sur des POC, c'est-à-dire des proof of concept, c'est des pièces démonstrateurs, et on va travailler sur la pertinence. Et là-dessus, on a beaucoup travaillé en fait sur une approche, je dirais, stratégique, où on va jusqu'à la définition des domaines d'activité stratégiques et l'identification des domaines d'activité stratégiques qui vont relever de la fabrication additive. Il faut bien sûr avancer sur la levée des verrous technologiques, puisqu'on sait qu'on a des domaines d'activité dans lesquels il y a de la qualification, il y a des contraintes de sécurité, etc. Et puis, rapidement, bien sûr, le support à l'industrialisation. On a notamment des clients CETIM qui ont commencé, je dirais, par la découverte et qui aujourd'hui sont accompagnés dans le CETIM pour démarrer leurs installations de fabrication additive. Voilà. Donc, choisir le bon chemin pour l'AFA, c'est se confronter à ce que Quentin a apprécié tout à l'heure, une diversité de procédés. Il y a beaucoup de procédés et nonobstant le fait qu'on ait montré 4 familles de procédés, on voit bien qu'il y a une hybridification des procédés qui va dans le sens d'une segmentation de plus en plus étroite des applications. Il faut toujours penser globalement, c'est-à-dire penser globalement, c'est réfléchir aux opérations qui viennent derrière la fabrication additive. Il y a des verrous technologiques qui sautent rapidement. On parlait du cuivre tout à l'heure. Bon, aujourd'hui, il y a des applications sur le cuivre. Il y a une grosse demande sur le cuivre dans un contexte, je dirais, de reconfiguration de l'industrie. Il y a un facteur, je dirais, humain qui est très important. Et puis, cette problématique make or buy qui peut être accompagnée et encadrée, soit à travers le partage de machines, soit en travaillant ponctuellement ou plus au fil de l'eau sur des plateformes que chez nous, on appelle des unités de pilote à dispositif partagé et qui essaiment un petit peu le territoire français selon les technologies. Donc, le CETIM essaye de promouvoir une cohérence et une sécurisation des parcours de façon objective. Moi, j'ai coutume de dire qu'au CETIM, on est capable de vous accompagner à la définition du grain de poudre que vous allez utiliser, en passant par le choix des technologies qui vont être pertinentes, jusqu'au contrôle de la pièce finale en tomographie ou même en allant jusqu'à la phase de qualification. Donc, plusieurs facteurs, être prêt pour les marchés, augmenter la profitabilité, bien sûr former les personnels et assurer le transfert à l'industrie.
En gros, notre offre, notre typologie d'accompagnement, c'est à la fois de la recherche, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, comme je dis souvent, on est à même à affronter des défis. Premier défi, c'est un défi métallurgique, puisque ce défi métallurgique, il est très important. Donc, on est à même de développer des nouveaux matériaux qui vont être adaptables en fonction de telle ou telle technologie, de nouveaux inox, de nouveaux aciers à haute résistance, etc., etc. On va être capable d'adapter ça. Donc, le deuxième défi, c'est souvent un défi, je dirais, de conception et géométrique, c'est-à-dire récupérer des pièces qui sont fabriquées par usinage, par fonderie ou par forge, etc., et les adapter dans la mesure des contraintes, je dirais, techniques et économiques et industrielles qu'elles ont, les adapter au bon procédé de fabrication additive. Ensuite, il y a un autre défi, c'est le défi de l'industrialisation, c'est-à-dire comment, une fois que j'ai fait le passage à la fabrication additive, rendre rentable en termes de qualité, coût, délai, une activité de fabrication additive. Et on s'aperçoit aussi que ça passe parfois, et souvent même d'ailleurs, par l'augmentation du service que propose l'entreprise à ses clients. Et ça veut dire que là, il y a carrément je dirais, une dimension je dirais, stratégique. Et puis, bien sûr, la formation, sans qui on ne pourrait pas bien avancer. Alors, cette formation, on a aujourd'hui, si vous allez sur le site du CETIM, une offre de formation, mais on sait la customiser, la personnaliser et l'adapter à la fois aux contraintes, je dirais, réglementaires d'une profession ou d'un métier, aux contraintes géométriques, et on sait et au personnel qu'on a en face de nous. Cette formation, elle peut s'adresser à des opérateurs qui veulent monter à compétence, mais aussi à des designers de bureaux d'études ou à des docteurs qui veulent se lancer dans le développement de nouveaux matériaux. Voilà. Alors, pour vous donner une idée à peu près globale de ce qu'on fait, par exemple, en fusion laser, on travaille sur la maîtrise et la compréhension du procédé. On travaille sur les systèmes de contrôle in situ, c'est-à-dire comment savoir que la pièce que je suis en train de faire est bonne et pas finalement perdre 24 heures d'un plateau alors que j'ai une erreur à l'intérieur. On travaille bien sûr sur la caractérisation de la poudre. Quentin a montré quelques exemples, mais on sait très bien que la poudre, en fonction du type de machine, va être différente. Donc, il va falloir à un moment, je dirais que c'est presque un procédé vivant, hein, il va falloir identifier, caractériser, écrire la spec d'achat de poudre que je vais vouloir utiliser pour mes applications. Tout ce qui est contrôle, tout ce qui est conception, tout ce qui est facteur d'échelle. En fabrication additive, notamment le MBJ, donc, qui se trouve souvent à Saint-Étienne et à Cluse, où nous nous trouvons tous les deux, c'est maîtrise de la pièce à verre, hein, c'est-à-dire toute cette création géométrique, comment je maîtrise sa répétabilité, simulation du procédé, bien sûr les grandes règles de frittage, et c'est là où le CETIM a une grosse valeur ajoutée en termes de, par son expertise, je dirais, un peu hors norme de la métallurgie. L'idée, c'est justement, en fonction du nouveau matériau que je veux utiliser ou du matériau que je veux même créer pour me différencier, comment écrire les règles de frittage les plus optimum et qui me donnent les meilleurs résultats. Et puis, on va travailler, alors c'est très vrai pour la fabrication additive indirecte, sur l'idée de la moyenne et grande cadence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des machines qui arrivent à produire des séries et qui arrivent à finalement sortent du cliché qui dit que la fabrication additive ne s'adresse pas n'a pas d'effet de série. Et puis, il y a la partie WAM. Alors, la partie WAM, c'est effectivement déposer sur un substrat existant une forme gauche complexe, etc., qui va permettre finalement de mixer à la fois des opérations de fabrication classique et la fabrication additive. Là, il y a un sujet qui est effectivement la maîtrise thermique du procédé et notamment la maîtrise métallurgique pour ne pas détruire le substrat, pour que les liaisons se fassent mieux. Il y a tout l'aspect contrôle in situ et il y a l'aspect contrôle qualité qui est vrai un peu partout. Au niveau conception, on travaille beaucoup sur la simulation des procédés. On va travailler sur l'optimisation paramétrique, c'est-à-dire que dans l'idéal, on définit pour un produit, pour un couple produit-machine, les paramètres idéaux qui permettent de produire, je dirais, dans un contexte le plus optimum possible en termes de productivité et en termes économiques. Souvent, entre nous, là, par exemple, sur le sujet MBJ, on parle de MBJ 2.0, c'est-à-dire qu'on est passé d'un MBJ
qui était innovant, sur lequel on ouvrait des nouvelles portes, etc., à quelque chose qui aujourd'hui s'inscrit tout à fait dans les moyens de production de la fabrication mécanique au sens large. Et puis, il y a l'intégration des matériaux numériques. Alors, pour donner une idée assez géographique, j'allais dire, des plateformes CETIM, alors sachez que le CETIM a vocation à monter des plateformes. C'est-à-dire que ça n'est pas figé. Une plateforme CETIM, ça peut durer entre, je dirais, 1 an et 5 ans pour simplifier. Si vous voyez géographiquement, donc on est implanté à Saint-Étienne et à Cluses avec un certain nombre de machines, avec un focus, je dirais, plus metal binder jetting, même si on a une machine, je dirais, de fusion laser à Saint-Étienne. On a à Cluses, à Bourges, pardon, une plateforme plutôt dédiée fusion laser avec des applications aéronautiques et défense et avec un focus matériaux autour de l'aluminium, des inconels, de l'inox et du titane. Et puis à Saclay, donc à côté de Paris, on a à la fois une approche autour des machines de fusion laser, mais aussi de WAM en adressant, je dirais, un marché plus de grosses pièces, etc. Voilà. Donc voilà un panorama, je dirais, global de l'activité du CETIM. En synthèse, si vous voulez, nous, on se positionne comme un acteur majeur, je dirais, de la fabrication additive métallique, qui à la fois sait accompagner les entreprises, soit par, je dirais, l'atelier, le bottom, c'est-à-dire en rentrant avec une pièce puis en déroulant le fil. On sait accompagner des projets structurants d'entreprise avec tout l'environnement qui est autour, c'est-à-dire tout ce qui est caractérisation en amont et tout ce qui est contrôle en aval sur la supply chain globale, pour le dire comme ça, de la fabrication additive. Je vais donc, pour aller plus loin, repasser la parole à Quentin qui va utiliser en fait son ordinateur pour vous faire visiter la plateforme actuelle de Cluses sur laquelle vous verrez une machine shop de desktop metal et une machine studio. Je te passe la main. Merci Patrick. Bon. On ne vous entend pas, Monsieur Charon, il faudrait allumer votre micro. Oui, voilà, c'est bon. Bon, je m'excuse d'avance pour la qualité du son et la qualité de l'image, vu qu'on va devoir faire ça sur la webcam du PC, donc on n'est pas très précis. Donc c'est simplement, voilà, je vais vous amener rapidement, très rapidement, avant les questions, dans la plateforme de fabrication additive du CETIM à Cluses, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, les machines qui sont présentes, et voilà un peu à quoi ressemble une installation de fabrication additive au CETIM. Alors, je me rapproche rapidement. Vous pouvez enlever la présentation pour qu'on voit mieux. Fabrication additive. Alors, je ne vois plus la webcam. Je peux avoir un bug. Excusez-moi. Hop. Ça doit être mieux. Voilà, plateforme de fabrication additive du CETIM. Donc, voilà. Donc, ici, en fait, on est dans l'entrée de la plateforme avec, vous voyez ici, une petite machine de dépôt fil. Donc, la machine studio qu'on a pu voir dans la petite vidéo tout à l'heure. Avec ici quelques pièces qui sont produites avec cette machine. La webcam étant petit, est-ce que vous ne pouvez pas enlever la diapo? Arrêtez de partager l'écran, par exemple. Alors, je vous entends très mal. Bon, je pense qu'on a des gros bugs avec ça, là. Si on peut nous entendre correctement. Et voilà, globalement, bon, plus globalement, on va faire très vite. De toute façon, on est déjà un peu en retard, mais globalement, donc la plateforme, donc ici, une machine shop, donc une machine MBJ. Donc, c'est pas celle qui était présentée en vidéo, c'est la petite sœur, on va dire. Elle a une productivité déjà à 800 cm3 à l'heure, donc on a déjà une grosse machine de production. Donc ça, c'est la partie qui fait donc les pièces en impression à verre. Donc on va faire des pièces à verre, mélange de poudre et de colle. Et en fait, ici, on a tout le procédé qui se déroule. Ici, par exemple, la cabine de dépoudrage où on va venir extraire les pièces de la production. Voilà, un ensemble de fours. Un petit élément qui va permettre de délianter des pièces issues de la machine studio. Voilà, et ici, un petit four de fritage qui nous permet de friter nos pièces tout simplement pour aboutir à des pièces bien 100% bonnes.
Voilà, des pièces fritées métal. Voilà, donc petit tour rapide. Donc ça, comme l'indiquait Patrick, c'est une plateforme qui a vocation à devenir une plateforme partagée. Donc une EPDP, comme il l'indiquait, donc unité pilote à dispositif partagé. Donc à terme, on aura donc des industriels qui travailleront avec ces machines et avec nous pour développer de nouveaux matériaux, développer de nouvelles applications et pousser en fait la technologie dans ces retranchements pour voilà, développer de nouvelles applications avec. Voilà, pour conclure rapidement, un ensemble de quelques pièces qui ont été produites avec cette machine. Donc voilà, différents petits éléments voilà, qu'on peut être produit avec cette technologie. Et on voit la complexité des pièces. Voilà. On voit bien déjà la taille des pièces. Les pièces, on a vraiment des très petites pièces comparées à la fusion laser, parce que c'est vraiment le cœur de métier, mais beaucoup plus propre que ce qu'on trouve d'habitude. On a des pièces voilà, qui sont polymiroirs, qui permettent d'avoir vraiment une très belle qualité de surface. Voilà. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Je pense qu'on va pouvoir passer rapidement aux questions. Je reviens rapidement en salle pour qu'on soit tranquille. Voilà, donc on a des plateformes de ce type-ci un peu partout en France, comme l'indiquait Patrick. On a 5 centres en tout au CETIM et 4 sont déjà équipés de machines d'impression 3D, que ce soit polymère ou métal. Voilà. Voilà, donc je vais revenir sur le partage d'écran. Voilà. Voilà, donc c'est la conclusion tout simplement de cette discussion. Donc, on va valider, mais normalement, on vous retransmettra les slides. Pour votre information, donc vous aurez également tout un ensemble de petits liens si vous souhaitez en savoir plus sur la fabrication additive métal ou quelles que soient les autres activités du CETIM. Vous avez déjà ici quelques petits liens. Donc, vous voyez qu'on fait beaucoup de choses, comme l'indiquait Patrick. On est de la définition de la poudre jusqu'à la qualification machine, en passant par les formations, les accompagnements divers et variés. Voilà. Également représentation sur les comités normatifs également. On est là en support sur l'ensemble de la chaîne. Voilà, c'est ce qui vient conclure du coup notre webinaire. Je vous remercie pour votre attention en tout cas. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a, il me semble, une demi-heure devant nous, si besoin de réponse à vos questions. Merci pour cette présentation. Donc, on va passer aux questions. Je rappelle que vous pouvez les poser dans le chat, donc à droite de votre écran normalement, dans la petite barre GoToWebinar. Il y a pas mal de questions déjà qui ont été posées. La première, quel est l'angle de contre-dépouille qui nécessite la présence des supports? Alors, la présence du support. Cet angle de contre-dépouille, en effet, il existe. C'est ce qu'on appelle l'angle limite en fabrication additive. Tout simplement, oui, en effet, plus votre pièce est inclinée, plus vous avez du mal, tout simplement. Donc, c'est un angle par rapport à la verticale qui va être important. Alors, la problématique, c'est qu'il dépend beaucoup de la technologie, du matériau, de la machine. Donc, vous avez 3 choses qui vont influer dessus. Donc, en polymère, on a l'habitude de dire que c'est la règle des 30 degrés. Incliné à plus de 30 degrés, on va mettre des supports. Mais en métal, c'est plus compliqué que ça parce que c'est plus contraignant. En fusion laser, typiquement, on va tomber à 15 degrés sur certains matériaux. Ça varie vraiment beaucoup. J'aurais pas de réponse exacte. En fusion des faisceaux d'électrons, on est très permissif, par exemple. On est à 60 degrés pour du titane. Donc 60 degrés par rapport à l'horizontale, pardon, cette fois-ci. Donc 40 degrés par rapport à 30 degrés par rapport à la verticale. Voilà, par exemple. Ça va varier de beaucoup de choses. Ici, si vous voulez avoir une réponse très précise pour une application très précise, là, il faut voir avec en fait la machine, le matériau et le constructeur. Les 3, enfin donc la technologie, le constructeur et le matériau, pour vraiment définir l'angle. Voilà. Savoir que donc, si jamais votre angle est un peu trop incliné, en effet, vous aurez des supports à ajouter. Donc, soit qui sont enlevables à la main, soit qui sont enlevables par usinage, soit qui sont automatiquement enlevés. Par exemple, je prends pour le cas, par exemple, le metal band jetting qu'on a vu dans la plateforme ici. Il y a des supports
qui sont utilisés pour le frittage, par exemple. Mais ces supports, par exemple, sont toujours isolés de la pièce grâce à une petite couche de céramique. Donc, par exemple, on a des supports qui, en fait, interviennent seulement dans le coût matière de la pièce, mais n'interviennent pas dans le post-traitement de la pièce parce qu'ils ne sont pas liés, en fait. Ils se défont tout seuls. Ils n'affectent en aucun cas la géométrie de la pièce ou la rugosité de la pièce. Voilà. Ok, question suivante. Sachant que la poudre est préchauffée en EBM, quel est le pourcentage de poudre recyclable? Alors personnellement, je travaille en EBM. J'ai travaillé en EBM avant de rejoindre le CETIM, qui faisait du titane. Je faisais du titane en EBM. Et en effet, on a du préchauffage, hein, comme je vous l'indiquais. Le taux de recyclage de la poudre, en théorie, c'est toujours 100%. C'est-à-dire que la poudre, on va la réutiliser constamment. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si une poudre était encore bonne ou pas? En fait, on analysait constamment. Parce qu'en fait, on travaillait pour l'aéronautique et le médical. Donc, forcément, on a un gros suivi qualité qui se met autour de cette poudre. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on checkait sur cette poudre le taux d'oxydation. Ce qui est important ici, évidemment, dans le cas du titane, c'est l'oxydation de la poudre. Voilà, il y a des seuils très précis pour l'aéronautique et le médical, 0,02%, 0,13%. Donc, on vérifiait en fait la présence d'oxygène, et si on dépassait cet oxygène, en fait, on descendait d'un grade de la poudre métallique et donc la poudre de titane, et on l'utilisait pour d'autres applications. Donc, en fait, en théorie, on doit pouvoir le réutiliser non-stop. Tout simplement, notre poudre, la poudre la plus pure qu'on avait était réservée au médical, et plus elle se dégradait, quand elle était plus bonne pour le médical, on retombait dans l'aéronautique. Quand on était plus bon pour l'aéronautique, on retombait dans les applications mécaniques génériques. Et quand on était vraiment tout en bas, on faisait des démonstrateurs où en effet on la jetait. Mais le taux de recyclage de la poudre, donc le nombre de fois on peut la recycler, ça varie énormément. On a souvent tendance à dire qu'on peut faire 20 recyclages. C'est souvent la valeur qui ressort un peu à l'usage, surtout en fusion laser. Mais c'est assez similaire en EBM du coup. Voilà. Mais le préchauffage n'affecte pas vraiment la qualité de la poudre. C'est plus le recyclage, le tamisage de la poudre pour la repréparer à être relancée, ouais, qui va rajouter de l'oxydation. En fait, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, en EBM, on produit sous vide. On a notre chambre qui va être tirée sous vide primaire. Et du coup, on a une très forte pureté de la matière à l'intérieur. On n'a vraiment pas d'oxydation du tout. C'est beaucoup plus propre que la fusion laser, par exemple. Comparativement, fusion laser, en fait, on va envoyer de l'argon ou de l'azote. Pas de l'azote si c'est du titane, sinon ça va réagir. C'est souvent de l'argon. On met souvent de l'argon dans la machine, donc ça protège la matière et ça évite son oxydation dans la production. Mais c'est pas parfait, évidemment. Il y a toujours quelques ppm d'oxygène qui se baladent. Dans le cas de l'EBM, vu qu'on est à vide, on a une bien meilleure propreté de l'intérieur de la production. Et du coup, en général, on a tendance à dire qu'on fait de meilleures caractéristiques mécaniques en EBM qu'en fusion laser. Voilà. Ok, merci. Il y a un participant qui demandait quelle est la précision pour les différentes technologies. On a vu le petit tableau à la fin qui en parlait. Globalement, la précision, vous avez vu dans le MBJ est le plus précis, on va tomber à 5 centièmes en précision. Mais ça dépend toujours de la forme de la pièce. En MBJ, par exemple, la pièce, on va être très précis à 5 centièmes si c'est une petite pièce ramassée et pas très grosse. Si on a une pièce en MBJ qui est très allongée, on va avoir plus de problèmes à la précision. Même chose pour les autres procédés. Si vous avez une pièce très allongée, vous allez avoir du mal à maintenir une cote, tout simplement. Il faudra prendre plus de précautions. Donc, en général, on est toujours dans les 1, 2 dixièmes. 2 dixièmes, c'est un petit peu le juge de paix sur la précision des pièces en fusion laser, fusion faisceau d'électrons. Précision au niveau apport direct, c'est un peu plus lent, un peu plus compliqué d'avoir des valeurs là-dessus. On a un peu moins d'expérience aussi, il est vrai, dessus. Plus d'expérience sur les nids de poudre. Après, la plupart des machines, vous avez vu, font une rugosité assez élevée. Vous avez une rugosité qui va souvent dépasser les 15 microns, que ce soit en fusion laser, fusion faisceau électron ou apport direct, le MBJ un peu à part. Mais ces rugosités un peu élevées font que dans tous les cas, vous allez avoir un procédé de traitement derrière qui va reprendre les surfaces fonctionnelles, un usinage des paliers par exemple, un usinage des alaisages, les carbodages, souvent une reprise à vitesse. Donc le fait d'avoir ça implique souvent qu'on met en fait une surépaisseur. On ne s'embête pas. En fait, vous avez une cote à plus ou moins 1 dixième à respecter. Vous rajoutez quelques dixièmes de matière sur cette zone et vous réusinez derrière pour vous assurer de la cote, vous assurer des positionnements, etc.
C'est souvent le recommandé principalement. Bien entendu, il y a des cas où on ne veut pas usiner, et donc à ce moment-ci, on va faire le développement de procédés. Voilà, en y mettant le temps et les moyens, on arrive à avoir des pièces très très précises sous le dixième, hein, que ce soit en fusion laser, moins d'un dixième avec beaucoup de développement en général. Alors, c'est juste pour compléter ce que dit Quentin, c'est d'autant plus vrai en MBJ où on arrive à faire des pièces fonctionnelles directement issues du MBJ, notamment parce que c'est un procédé qui crée beaucoup moins de choc thermique, donc on arrive à avoir des bons états de surface et des bonnes précisions. Et comme l'a dit Quentin, si on a une géométrie qui est très compliquée, en fait, on fait ce qu'on appelle, nous, une faisabilité. C'est-à-dire qu'on va faire une première pièce, on va voir un peu comment elle se rétreint, comment elle se comporte. Mais l'expérience montre que moyennant une faisabilité, voire deux, on arrive à sortir la pièce et à avoir des dimensions qui peuvent être de l'ordre de 5 centièmes. Ok, merci. Alors, je remarque juste qu'il y a vraiment beaucoup de questions, donc je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tous. Je vous fais remarquer en bas de la diapo, il y a une petite adresse mail sqa@setim.fr. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à votre question, vous pouvez l'envoyer à cette adresse mail-là et elle sera redispatchée à la personne au sein du CETIM qui sera la plus pertinente pour y répondre. Voilà. Exactement. Je passe à la question suivante. Quelle est la fiabilité en termes de structure mécanique entre ces différentes technos? Alors, la fiabilité entre structure mécanique. Alors, je ne suis pas sûr de totalement comprendre la question ici. La fiabilité, alors les moyens de contrôle, si vous voulez vous assurer en fait que le matériau est parfait, a été bien fusionné, en effet, là, ça va se jouer beaucoup sur la maturité de la techno. Par exemple, en fusion laser, vous avez d'énormes moyens de contrôle maintenant sur les technologies. Des moyens de contrôle qui vont vérifier que le lit de poudre est bien créé et correctement. Une techno ça va vérifier la température du bain de fusion, ça va vérifier les mouvements de la machine, etc. Vous avez vraiment, dans le cas de la fusion laser, qui est la plus évoluée, la plus mature, un énorme suivi qualité qui est déjà en place. Alors, est-ce que la question, ce n'est pas la qualité matériau, la porosité par rapport à des choses traditionnelles? Je pensais que c'était pour la vérification. Ben, je pense, enfin, répondre, mais peut dire oui. Se fait beaucoup sur, la vérification se fait beaucoup sur les procédés déjà bien matures. On a beaucoup de contrôle de la qualité déjà en place qui permettent d'avoir déjà des pièces qualifiées pour l'aéronautique, pour le médical, donc qui ont des degrés d'exigence très élevés. Donc, on arrive à avoir ça. Une autre méthode, sinon, c'est de faire 2 pièces. Vous pouvez vous casser une pièce pour vérifier que celle qui a été produite à côté est bonne. Ça peut être aussi une solution en cas d'applications ultra critiques, évidemment. Après, au niveau santé des matériaux, en effet, alors, de toute façon, ils sont déjà connus, hein, la santé des matériaux est déjà connue. On a fait déjà beaucoup d'essais, d'éprouvettes de traction, de résilience, etc., de porosité. Alors, en effet, la principale problématique matériaux, on va dire, que rencontre la FA, c'est clairement la porosité. Vu qu'on utilise de la poudre, on a toujours un degré de porosité un peu élevé. On a des pièces qui vont avoir 99%. Le meilleur, en général, c'est 99% de densité. Parfois, on va tomber à 98, 97. Dans le cas du MBJ, par exemple, vu qu'on débute encore un peu, on est dans les 97-98%. Donc, en effet, ça peut éliminer dans certains cas des applications qui vont demander ça, qui vont demander un taux de porosité 100%, un taux de porosité 0% en fait, une densité à 100%. Il y a des solutions qui existent pour ça. La solution la plus classique, c'est passer par un traitement HIP. Donc, en fait, vous allez chauffer votre pièce sous très haute pression pendant un certain temps. Donc, typiquement pour le titane, c'est 1000 degrés, 1000 heures pendant, qu'est-ce que je dis 1000 degrés, 1000 bars, 1 heure, pardon. Par exemple, voilà. Et donc, ce traitement, en fait, va écraser la pièce sur elle-même et va combler toutes les porosités qui peuvent encore exister. Ça vous fait des pièces à 99,9%. Donc, c'est ce qu'on appelle donc le HIP, ou Hot Isostatic Pressing, ou CIC, en effet, compression isostatique à chaud. Celui qui le fait en France, c'est Bodycode pour l'instant. Voilà, à Manicourt. Alors évidemment, c'est coûteux. Donc, c'est uniquement pour les applications aéronautiques, voire médicales. En général, on admet un taux de porosité de 2% et on considère que l'application est viable comme ça. C'est le principal écueil qu'a la fabrication additive pour l'instant. L'autre écueil sera peut-être l'allongement. L'allongement des pièces est toujours un petit peu compliqué en FA et du coup, la résistance à la fatigue est également un petit peu aussi à cause de la rugosité. Voilà. Et globalement, après, sur la résistance mécanique en traction, la résilience, la dureté, on a des pièces qui sont très très performantes, qui parfois même excèdent en fait les standards d'autres technologies.
On dit souvent qu'en général, on est entre fonderie et forge en caractère méca, mais on peut monter bien plus haut. J'ai fait une étude il y a quelques années déjà d'un matériau qui s'appelle la vibonite, qui est fait par Weben Components, qui est un Suédois qui utilise de l'électron beam melting. Il faut un matériau avec 72 HRC en dureté. Donc voilà, on a des matériaux en fait qui viennent casser des éléments 72 HRC, ça n'existe pas sur l'échelle normalement. C'était pas, ils ont dû dépasser l'échelle avec ça. Mais voilà, donc il y a des matériaux avec des applications très spécifiques qu'on peut retrouver un peu partout. Voilà. On peut faire un peu du fine-tuning de matériaux selon les applications. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près à la question. Ok, merci. Il y a un participant qui demande s'il existe un procédé avec du tungstène comme métal ajouté. Alors, du tungstène, on est en phase de développement du tungstène. Le CETIM se penche de très près actuellement sur l'utilisation du tungstène. On a du développement qui est sur le point de commencer. En fait, c'est un matériau qui est très peu répandu, en effet, qui débute tout juste. Et en fusion laser, on est en train de voir pour le développer. On est en train de voir pour l'intégrer chez nous, pour le tester en tout cas. Il a déjà été développé par certaines universités et on souhaite justement avancer là-dessus prochainement. Donc, si vous avez des intérêts pour le tungstène, ça peut être intéressant. Il est dans la feuille de route matériaux, parce qu'on a une feuille de route matériaux de R&D, et le tungstène est dans la feuille de route matériaux du CETIM. Donc, effectivement, on cherche des participants, je dirais, sur le sujet. Merci. Une question suivante. Est-ce que le temps de fritage est intégré dans le calcul de la productivité? Je crois que ça a été posé pendant la présentation en Metal Binder du team. Oui, j'avais réalisé, oui. Four de fritage. Alors, en effet, il faut voir les goulots d'étranglement. On est d'accord sur. Parce qu'en effet, maintenant, jusqu'à présent, le goulot d'étranglement, c'est toujours la machine. Parce que voilà, avec 100 cm3, on se traînait un peu. Maintenant que la machine potentiellement peut sortir 12 litres à l'heure, ça pose d'autres soucis. Et c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. C'est l'industrialisation de ce procédé. Donc, en effet, vous avez le fritage, vous avez d'autres étapes. Vous avez le dépoudrage, par exemple, où il faut tout dépoudrer à la main. 12 litres à la main par heure, c'est assez conséquent. Donc, il faut aussi avoir des moyens de reprise automatique. Alors, pour aller même dans le même sens que Quentin, c'est-à-dire que effectivement, le MBJ, qui est un procédé de fabrication indirect, c'est une succession d'étapes, en fait. C'est plusieurs machines en ligne, la mise en forme de la pièce, le dépoudrage des pièces et le fritage. Donc, nous, justement, on travaille sur une solution intégrée et peut-être robotisée aussi, qui permettrait, en fait, d'améliorer les transferts physiques des pièces à l'intérieur de la ligne et donc de faire en sorte qu'il n'y ait pas de machine boulet. Et de façon à pouvoir dimensionner à la fois la taille de la machine d'impression proprement dite, et puis tout l'aval qui permet justement d'intégrer le flux. Après, il y a des stratégies différentes. Par exemple, on pourrait imaginer d'avoir plusieurs machines de MBJ autour d'un four. On a la même problématique en fait que les contraintes classiques de productivité sur d'autres secteurs. Mais on sait très bien que, comme l'a dit Quentin, vu l'amélioration des machines et vu la qualité des fours aujourd'hui, c'est les étapes de transitique entre les deux qui vont être un sujet. Donc, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, nous, fortement, même, je dirais qu'on a bien avancé, sur le développement de solutions automatisées. Voilà, merci Patrick. Donc oui, en effet, le four, actuellement, le four qu'on a présenté dans la plateforme, là, est sous-capacitaire, par exemple. C'est-à-dire que si la machine, le CETIM, on produit assez peu, vu qu'on est surtout là pour de l'accompagnement, mais si on était en phase de production intensive, le four n'arriverait pas à suivre la cadence, par exemple. Il en faudrait au moins un deuxième, probablement. Parce que c'est un four un peu low cost et simple d'utilisation. Mais on a à Saint-Etienne, par exemple, on a un four Elnic, qui est un four ultra industriel, donc qui a une ultra grande dimension, qui lui, par exemple, pourrait absorber toute la production qu'on a actuellement. Donc il y a différents fours qui existent et il faut choisir le bon, en effet, selon votre application. Et comme le disait Patrick, au pire, on multiplie les fours, tout simplement. Alors, une autre question. Quel est le taux de matière à enlever en WAM entre la pièce brute et la pièce usinée? Alors, bonne question. Le taux de matière à enlever, on rajoute des surépaisseurs de 5 à 6 mm en général sur les murs. On rajoute des surépaisseurs de 5 à 6 mm pour avoir vraiment de la bonne matière. Tout simplement parce qu'en fait, on voit un gradient de qualité. En fait, l'extérieur du cordon est plus exposé, donc il a une moins bonne qualité que l'intérieur. On va toujours usiner
assez profondément dans la pièce. Donc, en général, il me semble que c'est 5 à 6 mm. Ça sera confirmé avec mes collègues qui travaillent intensément sur le WAM, mais c'est de 5 à 6 mm en général. Voilà. Donc, un usage 5 mm sur chaque paroi, c'est souvent le classique. Ce qu'on peut dire sur le WAM, c'est que comme il y a une très grande productivité, puisqu'on va très vite pour déposer, effectivement, on prend une marge pour pouvoir bénéficier de cette vie. Obligé de retravailler. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'accorde, gérer une certaine marge pour justement optimiser le fait que la machine WAM produit rapidement. Et donc, c'est ça, c'est entre 5 et 6 mm. Exactement. Voilà. Mais vous voyez que dans l'exemple qu'on a montré dans vos slides, ce 5 à 6 mm de support épaisseur était déjà pris en compte. Et on voit déjà l'intérêt économique. Une question suivante. Est-ce qu'on peut atteindre pour des pièces en fabrication additive les mêmes propriétés que pour une pièce forgée? Entre parenthèses, c'est précisé limite élastique, état de surface notamment. Alors, du coup, on a déjà un tout petit peu répondu avec les précédents. Donc, en effet, ce que je vous disais, et résistance mécanique, donc pure, c'est traction, état de surface. Alors, état de surface, ça va être compliqué, évidemment. État de surface, on va avoir un élément de finition. Bon, état mécanique, on a déjà répondu à peu près. On peut réussir à avoir des performances assez impressionnantes là-dessus. Il faut aussi voir aussi la notion de changement de matériaux. C'est-à-dire que potentiellement, si votre pièce est faite en acier inoxydable, par exemple, il y a peut-être un intérêt à la passer en titane à un certain moment. Donc, il y a aussi des switches de matériaux qui peuvent casser ces limites. Et après, pour faire un aparté sur la finition, en effet, en FA, quasiment tout le temps, on a un procédé de finition, que ce soit un petit sablage jusqu'à une très beau finition très lourde. C'est un domaine sur lequel on excelle également au CETIM. On a toute une équipe qui est dédiée à la finition, à la Saint-Etienne notamment, qui a une connaissance assez accrue de toutes les technologies qui peuvent reprendre des pièces issues de FA. Parce qu'en effet, c'est assez particulier à reprendre. Vous avez souvent des pièces avec des formes très complexes, des formes gauches, donc vous ne pouvez pas vraiment passer par l'usinage. Donc il faut des systèmes avec des reprises globales, donc des tribofinitions, des sablages, des grenaillages, des plasmas électrolytiques, etc. Je ne sais pas si Patrick, tu veux rajouter quelque chose. Je peux essayer de compléter. Donc mon micro il est coupé. Je peux essayer de compléter en disant que oui, effectivement, on arrive à obtenir le même type de caractéristiques mécaniques. Pourquoi? Parce que la fabrication additive nous permet d'obtenir des pièces qu'on finit et on sait, moyennant traitement thermique, atteindre les objectifs souhaités. C'est-à-dire que, par exemple, l'écrouissage qu'on va obtenir par la forge, on ne va pas l'obtenir en fabrication additive. Par contre, on sait traiter la pièce derrière pour avoir les mêmes résistances mécaniques. En fait, la clé, c'est quoi? C'est toujours pareil. Hein. La clé, c'est quel matériau, quel procédé de fabrication, et puis finalement, quel objectif de caractéristiques je me fixe. Et ça, c'est typiquement une action du CETIM, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé pour nos clients qui sont venus avec des alternatives, à la recherche d'alternatives de fabrication et avec des cahiers des charges matériaux, des cahiers des charges mécaniques. Et nous, notre métier, justement, là-dedans, c'est là où on a vraiment une valeur ajoutée, c'est de faire en sorte de concevoir, produire et de traiter la pièce pour atteindre ces objectifs-là. Ok, merci. Il y a un participant qui demandait, ne disposant pas de machine de projection poudre directe, quel est votre partenaire? Notre partenaire pour ça, projection de poudre directe. Alors déjà, on est en train de regarder de notre côté pour des investissements là-dessus. On a un centre qui est en train de regarder de près l'ajout d'une machine, parce qu'en effet, c'est une des machines qui nous manque. On a en fusion laser, on l'a, dépôt de fil WAM, on l'a. On travaille pas mal aussi avec des universités qui en ont, Exactement. Mais on n'a pas un partenaire dédié. Disons qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est dans un écosystème où on a un réseau de partenaires qui travaillent avec nous sur le sujet. Et donc, on a fait un focus sur ces technos MBJ, WAM, fusion laser, mais on ne s'interdit pas en fait d'investir sur d'autres technos. Ça dépend aussi un peu de l'opportunité qu'on rencontre à ce moment-là et de l'appétence du marché, parce que on voit aussi quelque chose qui est super vrai en fabrication additive, c'est qu'il y a beaucoup de technos, il y en a qui avancent plus vite que d'autres, il y en a qui rentrent dans ce que je disais tout à l'heure, le 2.0, c'est-à-dire où le sujet, c'est plus la maîtrise de la techno, mais c'est
comment je rends rentable mon investissement et ma productivité. Donc, on rentre dans une démarche, je dirais presque d'organisation industrielle. Donc, nous, en fait, CETIM, on a à la fois un rôle en amont de veille, comme ça, on regarde quels sont les bons. Et puis, en fonction des marchés qu'on adresse, que ce soit des marchés alors spécifiques comme Quentin l'a signifié, le médical, l'aéronautique, mais ça peut être des marchés de construction de biens d'équipement, eh ben, il y a des technos qui vont émerger. Donc, et on n'a pas encore fait le choix, enfin, je dirais, du dépôt poudre de type CLAD, par exemple, mais je veux dire, c'est une réflexion qui est très avancée chez nous et c'est un sujet qui est sur la table, en tout cas. Alors, on a atteint l'heure, donc on va prendre une dernière question et on va conclure. Avec les technos MBJ ou MFDM, comment est définie la pièce verte imprimée, facteur échelle, comment les retraits sont maîtrisés? Alors, très bonne question. En effet, c'est là-dessus que tout le cœur de métier se trouve actuellement, c'est anticiper le mouvement de la pièce. Comme vous l'avez vu, en fait, la pièce se compacte, donc de presque de 16-17% quand même. Et ce mouvement, en fait, il n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il va dépendre de l'épaisseur de la pièce dans certaines zones, de sa taille, de son allongement, de son orientation aussi, parce que la gravité va jouer un rôle. Donc tout ça fait que la pièce se déforme de manière assez complexe. Jusqu'à présent, vu que c'est une technologie qui est très jeune, on sait tout à l'expérience. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle va être 16% plus petite que ce qui était prévu, donc on va la grossir de 16% artificiellement, juste avant production. Et on va essayer ensuite d'anticiper autant qu'on peut le mouvement de la pièce. Donc on va anticiper le fait qu'elle se recroqueville peut-être, ou qu'elle modifie une portion de sa zone parce qu'elle est trop fine. Donc on va faire ça d'expérience pour l'instant. Il faut savoir que maintenant on a des systèmes de simulation qui sont sortis. Alors, on a travaillé de notre côté sur des nouvelles simulations, et maintenant on travaille avec d'autres logiciels de simulation. Je pense notamment à LiveCenter, qui est le logiciel de simulation de la machine que j'ai ici, la machine Shop de Studio System, de Desktop Metal, pardon. La machine Desktop Metal a un logiciel de simulation maintenant qui est déjà très précis, qui va réussir à prédire le mouvement de la pièce, qui a une bonne prédiction pour l'instant. On doit encore faire quelques essais pour vérifier qu'il est parfaitement en phase avec nos résultats. Il voit la déformation de la pièce, et surtout maintenant celui-ci intègre une pré-déformation de la pièce pour contrer la déformation. C'est-à-dire que maintenant je ne m'occupe même plus de grossir la pièce. C'est-à-dire que je dis quelle pièce je veux obtenir à ce logiciel. Ce logiciel va la simuler en frittage et va me sortir derrière une géométrie modifiée qui va être donc grossie d'environ 16%, mais avec également quelques petites modifications qui vont faire que quand la pièce va se déformer, elle va matcher directement la forme de la pièce. Voilà. Donc évidemment, c'est encore en phase de développement. Donc, il peut y avoir quelques petites surprises encore, mais globalement, on voit des résultats très très prometteurs. C'est un logiciel qui est sorti début de cette année et il est déjà très, très bon dans la simulation. Il trouve déjà facilement les mouvements de la pièce. Il faut encore qu'il quantifie correctement ces mouvements, mais il est déjà très précis là-dessus. Et aujourd'hui, on a quand même une expérience importante en MBJ sur la partie rétrain. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, en regardant la pièce sur un plan ou sur un modèle, s'il va falloir faire une faisabilité ou pas. Alors, dans l'idéal, une boule de pétanque, ça marche très, très bien. Et puis, une pièce très allongée, ça peut être compliqué. Mais globalement, aujourd'hui, moi, je vois l'expérience qu'on a, on est capable de dire il faudra une faisabilité ou pas. Sachant qu'une faisabilité, c'est juste faire une pièce, la caractériser après impression, et puis faire les corrections nécessaires en amont pour relancer une deuxième itération. Alors, on ne vous entend plus par contre là. Je viens de remettre le micro, je viens de me rendre compte, merci. Merci à tous pour vos questions. Désolée pour ceux auxquels on n'a pas pu répondre, pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Vous pouvez les envoyer à l'adresse mail qui est donc notée en bas de la diaporama, sqr@cetim.fr. Elle sera ensuite transférée donc, à la personne la plus pertinente au CETIM pour y répondre. Donc, vous aurez une réponse à vos questions. Le replay sera disponible très bientôt, donc dans les prochains jours, sur la chaîne YouTube de Technique de l'ingénieur. Vous recevrez une alerte, une mail normalement. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Merci de prendre 5 minutes pour y répondre. Au revoir à tous.